Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Vous voyez, on a déjà commencé à boire du vin sans vous, forcément, puisque mon invité aujourd'hui est œnologue. Il s'appelle Ilan Abitbol. Il a été œnologue pour Barkhane, pour Tzora, pour Tepperberg. Aujourd'hui, il est consultant, on va dire, dans toutes sortes de caves différentes, dans toutes sortes de sociétés. Oui, il veut dire quelque chose ? Petite correction. Oui. J'aime beaucoup Tepperberg, mais je n'ai pas encore travaillé pour eux. Ah, il n'a pas encore travaillé pour eux. Bon, alors, autant pour moi. Mais comme je viens de boire du vin Tepperberg, j'ai fait une mauvaise association. Ce n'est pas grave. Donc, bonjour, merci d'être venu. Bonjour, merci beaucoup. Surtout que vous venez de loin, je crois, Oui. du nord d'Israël. Yatir. C'est le sud, c'est Droma Hebron, au sud de Hebron. Je crois que vous étiez du nord, désolé. Donc bien connu pour le vin. Oui, un vin extraordinaire. Bon, alors, Ilan Abitbol, vous êtes forcément œnologue en Israël, évidemment, depuis plus de 15 ans. J'aimerais savoir quel est le secret des vins israéliens, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, des vins israéliens. Le secret, c'est que dans un petit pays, on arrive à concentrer ce que j'ai vu sur les deux hémisphères dans le monde. On a absolument toutes les sortes de climat, d'altitude. On a le désert, on a les vents, on a la pluie, on a des différents sols. Les mysticiens diront que Tzimtzum Haolam Eretz Israël, ça veut dire qu'en fait, on a tout ce qu'il y a dans le monde entier en miniature. On a à peu près tout. On peut aussi mixer ce qu'on n'a pas le droit de faire en Europe. Donc, on peut prendre des raisins du nord, du centre, du sud et faire des blends qui vont avoir des qualités incroyables qu'on n'a pas d'habitude. Ok. Alors, on parle toujours d'une chose importante lorsque l'on fait du vin. On parle du vieillissement du vin. Alors, et pourtant, ce qu'on voit sur les marchés en Israël, les bouteilles de vin, c'est pas forcément des vins très vieux, parce que ça change chaque année sur les étalages. Bon, à part chez les cavistes particuliers, etc., mais au super, par exemple, on voit des vins très bons et qui ne sont pas forcément très vieux. C'est une des spécificités du vin israélien ? C'est une spécificité du vin israélien parce que depuis 20 ans, où j'ai eu l'honneur de grandir en même temps que le vin israélien, qui, il y a 16 ou 17 ans, était réduit à 5 ou 6 caves et à très peu de connaissances du public israélien, les gens ont fait connaissance avec le vin. Donc, vous pouvez pas faire vieillir et donner des grands crus à des gens qui connaissent pas. Donc, c'est la spécificité du vin israélien, parce que le public n'est pas forcément connaisseur dès le départ et qu'on veut faire connaître un public le plus large possible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des vins negishim, ça veut dire accessibles, faciles à boire. Ceci dit, le terroir israélien peut permettre un vieillissement de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Sans problème. Sans problème. Ça peut paraître beaucoup, mais par rapport aux 60 et à 80 ans qu'on a en France, on pourrait dire que c'est quelque chose qui est moins important. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est ce paradoxe entre ce vin qui est, somme toute, assez jeune et qui gagne des médailles internationales dans le monde entier, et le vin français qui lui, est beaucoup plus vieux, ou qui vieillit en tout cas beaucoup plus longtemps. Et pourtant, on arrive parfois au même niveau, à la même qualité. L'avantage qu'on a, c'est d'être un pays du nouveau monde. Ça veut dire qu'on n'a pas tellement de règlements qui nous empêchent de faire les mélanges qu'on voudrait. Et les œnologues ont appris dans le monde entier, en Australie, aux États-Unis, en Europe. Donc, en fait, ils mélangent toutes les approches. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on arrive, en fait, on a utilisé les connaissances et le savoir-faire du monde entier, et on le fait ici, où on a, en fait, une infinité de combinaisons grâce à ça. Alors, on parle beaucoup, en tout cas, ce qui est connu lorsqu'on touche au vin israélien, c'est la technologie. C'est un vin très technologique, le vin israélien. Oui, de plus en plus. C'est pour une simple raison, c'est que notre modèle, c'est un peu moins dans le vin, mais dans notre modèle, en Israël, c'est plus les États-Unis.
que l'Europe. Et donc, on est tout de suite technologique avec des pompes et des techniques de filtration, etc. Mais on a aussi l'ancien monde. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est à l'interface entre l'ancien monde et le nouveau monde, et on a de la technologie, on sait tout faire, on fait de plus en plus, même les choses qui étaient autrefois interdites parce que pas cachères, on a aujourd'hui la version permise de tout ce qu'on peut, à savoir comme par exemple dans les barriques. On dit qu'on ne peut pas, on ne rajoute rien dans le vin, mais par contre, on peut corriger les défauts du vin. C'est ça le savoir-faire technologique à l'israélienne dans ce domaine-là. On l'a utilisé, on a pris un petit peu du savoir-faire qui est européen, qui est français, des filtrations tangentielles, des choses où on peut faire disparaître des défauts, mais c'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour les vins de grande qualité. Ça va être les vins de moyenne de gamme dont on a parlé, jeunes et sympathiques, dont on peut avoir besoin d'effacer certaines choses. La technologie fait en sorte de développer les arômes ou de changer un petit peu le goût. C'est grâce à ça qu'on a des vins, on va dire des vins de table ou plus, à des prix tout à fait corrects, voire très peu chers, et qui sont vraiment d'un bon niveau, quoi, qui sont tout à fait agréables à boire. Mais ça, c'est pour une simple raison. Bien qu'on ait énormément de caves par rapport à la quantité, par rapport à la taille du pays. On a 350, près de 400 caves pour un tout petit pays comme ça, c'est phénoménal. Mais par contre, on a les plus grandes caves qui, elles, font de la technologie, qui font du vin de masse et qui font du vin de supermarché. Et donc, elles sont obligées d'utiliser des technologies très modernes pour que le vin soit pas trop cher, bon, et qui puisse vieillir quelques petites années en tout cas. Allez, donnez-nous un tip. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour ceux qui ne sont pas super, on va dire, érudits en vin, mais qui aiment bien, qui découvrent un bon vin, pas trop cher, mais quand même de niveau. On va le faire en catégories. Et je vais essayer de donner les catégories, donner mon coup de cœur pour chacune. On a les grandes caves industrielles, Carmel, Barkhane, Tepperberg, Ramat Golan, Dalton. Mon coup de cœur, c'est Ramat Golan quand même, pour la connaissance infinie de son œnologue, Victor Schoenfeld, les vins Yarden qu'on connaît, les vins Gamla qu'on connaît, qui sont d'excellents rapports qualité-prix. On a des caves moyennes, des toutes petites caves et des caves moyennes. Des caves moyennes qui font de l'excellent vin. Tavor, on connaît. Un petit peu Binyamina, Recanati, qui, dans leur haut de gamme, sont des vraies merveilles. Et vous avez les caves boutiques, qui sont en fait des petites caves particulières. La personne fait ça dans sa propre cave. 3000, 5000 bouteilles. J'ai déjà fait du vin pour des gens qui avaient 300 bouteilles. Et là, vous avez des bonnes choses dans le Shomron. Vous avez Yatir, que je ne peux pas ne pas citer. Ne pas citer, évidemment. Ok. Donc ça, ce sera un peu le type pour ceux qui cherchent parfois à acheter des bouteilles, qui ne savent pas trop quoi acheter. Mais ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on se rend compte que les vins qui ont une très grande réputation, une très bonne réputation, qui valent très cher, eh bien finalement, il y en a d'autres qui sont peut-être moins connus, qui valent un peu moins cher, mais qui sont tout aussi bons. C'est pas très politiquement correct, mais bon, on le dit quand même. Je pense que le vin n'a rien inventé là-dessus. Vous avez les sacs Chanel, vous avez les autres sacs de bonne qualité, ou des imitations. Pareil, en fait, les caves très chères, assez souvent, c'est soit le prix cher et peut être justifié par le fait qu'ils ont un coût élevé, ou alors qu'ils ont une grande réputation. On a une cave qui est très réputée, qui est très bonne, de très bonne qualité. C'est la cave Castel, que connaissent bien les francophones, parce que c'est des francophones qui ont des vins chers, mais qui ont des vins d'excellente qualité, qui ont aussi le privilège et la particularité d'avoir été une des 2 ou 3 premières caves en Israël qui ont fait du travail énorme, qualité, qui n'ont pas fait que du vin de qualité, qui ont en fait rehaussé le nom d'Israël. Tout à fait. Donc il faut faire la différence entre un vin très bon et un vin trop cher pour ce qu'il est. Vous
comprenez ? Et ça, c'est pas du tout une phrase péjorative. Il y a des vins qui sont très bons, mais s'ils étaient moins chers, ils seraient tout aussi bons. encore plus intéressants. Ok, alors à part la technologie, vous nous avez dit que bien sûr, Israël conservait des techniques ancestrales de fabrication du vin avec des fûts en bois, évidemment, des bouchons de liège que vous nous avez apportés là sur la table. Alors, c'était intéressant quand on a préparé l'émission parce que les bouchons ne sont plus toujours en liège. Ouais, ou alors, ils ne sont pas à 100% en liège naturel. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est qu'on prend une partie de l'écorce du chêne liège. Alors, il y a une catégorie d'arbres qui s'appelle le chêne liège qui pousse au Portugal, oui, d'accord, qu'on ne coupe pas, mais qu'on râpe, on va dire, on enlève l'écorce. On enlève son écorce tous les 20-25 ans et on laisse les arbres pousser, écorchés repousser, l'écorce repoussée. Et ce qu'on fait, c'est que on utilise des emporte-pièces et le bouchon sort en fait d'une partie de l'épaisseur de l'écorce. D'une part, c'est bien, ça a l'air naturel, c'est 100% vrai, pas imitation, mais si vous avez un défaut dans l'écorce, il va passer dans le bouchon et donc dans le vin. Donc il y a des procédés maintenant plus techniques où c'est plus vraiment du liège. On va moudre, on va gratter ou moudre le vin, le liège, pardon, le mettre dans des moules, le traiter avec des composés qui vont faire disparaître ces bouchons. Ces bactéries ces goûts de bouchon. Ouais. On peut le faire en version liège ou on peut le faire en version plastique, donc des bouchons de silicone qui sont très bien pour les vins qui ne sont pas amenés à vieillir. D'accord, donc, pour les vins amenés à vieillir, il faut quand même du liège. On fait mieux. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le procédé Altec. Vous allez moudre le liège et chacune des particules va passer en fait dans un bain traitant. Et vous allez c'est lequel de ces bouchons-là ? C'est celui-là, non ? C'est quelque chose qui ressemble à ça. Je l'ai dans mon autre part. Okay. Mais ça ressemble tout à fait à ça. D'accord. Okay, et on va avoir le nom. Il y a des caves et des vins de très haut niveau qui utilisent ça aujourd'hui, procédé Altec, parce qu'au moins vous êtes sûr que le vin qui fait des centaines d'euros parfois, ne sera pas abîmé par un bouchon qui fait 1 ou 2 euros, ce qui est dommage. D'accord. D'après vous, avec votre expérience, quelle est la catégorie, parce qu'il y a beaucoup de catégories dans le vin, du Cabernet Sauvignon, du Merlot, enfin bon, c'est sans fin, où Israël est le plus fort. On peut dire ça ? J'aime bien la question parce que j'ai la réponse. Ça arrive cette fois-ci. On a inventé aucun cépage. On a essayé d'en inventer un qui s'appelle, ça m'échappe maintenant, un cépage dont on attendait des promesses et qui finalement ne s'est pas avéré bon. Vous avez le Cabernet Sauvignon qui est le champion du monde en toute catégorie d'adaptation partout dans le monde. Et le Malbec, on a en Argentine, le Tempranillo espagnol, le Sangiovese italien. Mais on a quelque chose qu'on n'a pas inventé, mais qui, en Israël, est en train de donner des promesses qu'il ne pourra jamais donner dans son pays d'origine, la France. Et je parle du petit verre d'eau. Le petit verre d'eau, c'est du vin, c'est pas de l'eau. Petit et vert, comme verde. Pourquoi on l'appelle comme ça ? On l'appelle comme ça parce que dans le Bordelais, à Bordeaux où il pousse, il fait tellement froid qu'il n'arrive pas à mûrir, donc il reste petit et vert, donc acide. Et les 2-3% qu'on met dans l'assemblage bordelais, c'est quelque chose qui va nous donner exactement ce que le vin avait besoin comme acidité. On a découvert qu'en Israël, il y a toute la chaleur et le terroir adapté pour que le petit verre d'eau à 2% puisse être un vin à 100%. Et en fait, c'est une information intéressante. C'est presque un scoop. C'est des choses qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Et les gens font de plus en plus pousser ce cépage-là. Et ils sont en train de voir que c'est plus un petit épice qu'on rajoute, mais quelque chose qui peut être 100% du vin lui-même. Donc voilà, on n'a rien inventé. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure en préparant l'émission. Parfois, vous avez un super terroir, un climat qui est très bon,
vous avez des cépages qui sont très bons. Je vais donner un exemple encore plus extrême que ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez le Cabernet Sauvignon qui est magnifique. Vous avez l'Alsace et vous avez l'Allemagne qui est un super pays de vin. Personne n'a jamais fait pousser de Cabernet Sauvignon et presque pas de vin rouge en Allemagne. Donc, vous n'avez pas cette adaptation. Et là, le petit verre d'eau ou le Malbec se trouvent être bien plus adaptés que ce qu'ils ne sont dans leur propre pays d'origine. Incroyable. Non, mais c'est vrai, c'est passionnant. Oui. Qu'est-ce que vous diriez pour conclure lorsqu'on parle, lorsqu'on évoque les vins israéliens ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer aux gens qui découvrent peut-être le vin ou qui sont même des passionnés, voilà, aux deux ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport au vin israélien ? Si on avait besoin d'une preuve supplémentaire que Israël est un pays de miracles, le vin a apporté ces preuves-là, puisqu'on arrive à faire en 50 ans ce que l'Europe a fait en 500 ans. En même temps, Israël a toujours été une terre, dans la Bible, évidemment, on en parle beaucoup. On a cultivé le vin. Oui, C'est mais pas nouveau. on ne connaissait pas la qualité. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, vous avez posé précédemment une question sur les compétitions. On a des compétitions de vin international où le champagne israélien du Golan gagne la médaille d'or au milieu d'autres champagnes de la vraie Champagne. Et pareil pour des Malbec et des Cabernet Sauvignon. Ça veut dire qu'on arrive à réinventer la roue et à battre nos maîtres qui sont quand même les Européens. En Israël, on faisait du vin, mais c'était plus du vin de culte, même s'il était certainement Bien très sûr, bon bien sûr. dans les caves de David Ameller. Disons qu'on a régénéré une tradition. Je pense qu'on a... En plus, on se fait respecter en tant que pays du vin. Et les gens qui aiment le vin et qui n'aimaient pas trop Israël se mettent à aimer Israël grâce au vin. Ce qui est on a encore quelque chose de bien. Encore quelque chose de nouveau. Merci beaucoup, Merci en tout cas, beaucoup. Ilan Abitbol, d'être venu de Yatir jusqu'à nous et de nous avoir parlé bien du vin israélien. Merci beaucoup. En plus, il était très bon, celui-là. On peut faire la publicité alors. Merci, c'était un plaisir. Ciao, ciao, à très Au revoir. bientôt. Bye. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.